Ma copine m'a dit, j'ai besoin d'espace. Restons juste amis. J'ai répondu, bien sûr. Puis j'ai retiré son nom des abonnements communs, récupéré les clés de la voiture et changé notre mot de passe Netflix. 72 heures plus tard, elle frappait désespérément à ma porte. Moi, 32 ans, je suis assis dans un appartement silencieux pour la première fois en 4 ans. C'est étrange. Pas désagréable, juste calme. Il y a 2 nuits, ma copine depuis 4 ans, Ara, 29 ans, m'a fait asseoir sur le canapé que nous avions choisi ensemble. Elle avait ce regard, celui qui est à la fois sérieux et distant. Mon estomac s'est noué. Je crois qu'il faut qu'on parle, a-t-elle commencé. Cliché, je sais. Elle a continué pendant environ 10 minutes, parlant de son développement personnel, du fait qu'elle se sentait étouffée et qu'elle avait besoin de se retrouver. C'était un discours bien rodé, plein de jargon de thérapie et de platitudes vagues. La conclusion a été livrée avec un sourire doux, presque apitoyé, je pense qu'on devrait juste être amis. J'ai besoin d'espace. J'ai déjà vu ce film. J'ai lu les témoignages sur Internet. La réaction classique, c'est de devenir émotif, de supplier, de demander ce que j'ai fait de mal. J'ai senti la piqûre, ne vous méprenez pas. C'était comme un coup de poing dans le ventre. Mais en la regardant, en voyant cette sincérité répétée, un déclic s'est produit en moi. Ce n'était pas une négociation, c'était une déclaration. Alors je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai juste hoché la tête lentement et dit, d'accord, si c'est ce que tu veux. Elle a semblé décontenancée. Oh. Eh bien, c'est bien. Je suis contente que tu prennes ça avec autant de maturité, a-t-elle dit. Elle a ajouté qu'elle resterait chez son amie Chloé quelques jours pour nous donner un peu d'air. Elle a fait un sac de voyage, m'a fait un câlin rapide et maladroit, et est partie. Dès que la porte s'est refermée, j'ai expiré un souffle que je ne savais pas que je retenais. La douleur était là, une peine sourde dans ma poitrine. Mais en dessous, il y avait un étrange sentiment de clarté. Amis. Elle voulait qu'on soit amis. D'accord. J'ai donc décidé de traiter la situation avec la réalité logistique exacte qu'elle avait proposée. Nous étions maintenant des amis, pas des partenaires. Nos vies devaient donc être découplées. Je suis une personne méthodique. J'aime les listes. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'en ai fait une. Abonnement partagé. J'ai examiné mes relevés de carte de crédit. Les plus gros étaient faciles, Netflix, l'abonnement familial Spotify, le service de livraison de kits repas que nous aimions tous les deux. Je détiens les comptes principaux pour tous. J'ai changé les mots de passe. Puis je suis allé dans l'abonnement Spotify et j'ai supprimé son compte. Pour le kit repas, j'ai simplement annulé l'abonnement. Il devait de toute façon être renouvelé le lendemain. Économie réalisée, environ $110 par mois. La voiture. C'était le gros morceau. Il y a environ 2 ans, la vieille voiture d'Ara a rendu l'âme. Je venais d'avoir une promotion, alors j'ai acheté une nouvelle berline fiable. La voiture est entièrement à mon nom, la carte grise, le prêt, l'assurance, tout est à moi. Elle était la conductrice principale puisque je travaille à domicile et que je l'utilise à peine. C'était, à toute fin pratique, sa voiture en pratique, mais ma voiture sur le papier. Un ami ne conduit pas une voiture dont je suis légalement et financièrement responsable. Rien que la responsabilité de l'assurance est un cauchemar. Je lui ai envoyé un texto, pas de colère, juste factuel, salut, vu qu'on prend de la distance et qu'on essaie de voir comment être amis, je vais avoir besoin de récupérer la voiture. L'assurance est un peu compliquée si un non-résident est le conducteur principal. Dis-moi quand c'est un bon moment pour que je récupère les clés. Je peux venir à toi. L'appartement. Nous vivons dans mon appartement. Seul mon nom est sur le bail. Elle a emménagé il y a 2 ans. Il n'y a aucun enchevêtrement juridique, ce qui est un soulagement. Je n'ai pas encore changé les serrures. Je me suis dit que je lui laisserais une chance de récupérer ses affaires comme une personne normale. J'ai fait tout cela calmement, en 1 heure environ. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de limite. Il s'agissait d'accepter la nouvelle réalité qu'elle avait créée pour nous. Si nous sommes juste amis, alors voilà à quoi ressemble le fait d'être juste amis. Le texto concernant la voiture a été envoyé il y a environ 48 heures. Elle l'a lu. Pas de réponse.
Le service de Kit Repas lui a envoyé un email indiquant que le compte était annulé. Elle a dû découvrir que les mots de passe Netflix et Spotify ne fonctionnaient plus la première fois qu'elle a essayé. Silence radio depuis. Jusqu'à maintenant. On frappe à la porte. Pas un coup normal. C'est rapide, sec, insistant. Je sais que c'est elle. Et d'après le son, elle n'est pas là pour être mon amie. Mise à jour 1. Merci pour tous les commentaires et messages privés. C'est fou le nombre de personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Ça aide de savoir que je ne suis pas fou d'avoir réagi comme je l'ai fait. Donc, les coups à la porte. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Oui, Ahara. Elle avait l'air éreintée, les cheveux en désordre et le visage crispé par l'irritation. J'ai ouvert la porte. Bordel, c'est quoi ton problème, a-t-elle lancé, sans même un bonjour. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Je ne suis pas sûr de voir de quoi tu parles, Ahara. Mon Spotify s'est déconnecté en pleine chanson, Netflix ne marche pas, et tu me réclames la voiture. Qu'est-ce que tu fabriques? J'ai gardé une voix égale. Je fais ce que tu as demandé. Tu as dit que tu voulais de l'espace, que tu voulais qu'on soit amis. Les amis ne partagent pas leur compte de streaming ni ne paient la voiture de l'autre. Je mets juste les choses en ordre. Elle m'a dévisagé, la bouche légèrement ouverte, comme si je venais de me mettre à parler une autre langue. Mettre les choses en ordre? J'ai dit que j'avais besoin d'espace, pas que tu devais faire exploser toute notre vie. J'ai besoin de cette voiture pour le travail demain. Je comprends que ce soit gênant, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Mais la voiture est ma propriété et ma responsabilité. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui ne vit pas ici comme conducteur principal. C'est une question d'assurance. Tu peux récupérer tes affaires de l'appartement quand tu veux, préviens-moi juste pour que je sois là. C'est là que son sentiment que tout lui était dû est vraiment apparu. Mes affaires? Nous vivons ici. Et c'est ma voiture, tu l'as achetée pour moi. Je l'ai achetée pendant que nous étions dans une relation engagée, les jeux corrigés doucement. Cette relation est maintenant terminée, selon toi. Nous sommes amis. Et ça, c'est moi qui te traite comme une amie. Elle a levé les mains en l'air. C'est ridicule. Ce n'est pas comme ça qu'on traite un ami. C'est mesquin et vindicatif. Mon Dieu, Léo avait raison à ton sujet. Bingo. Le nom est resté en suspens dans l'air. Léo. Son collègue de travail. Celui avec qui elle prenait des verres après le travail un peu trop souvent ces 2 derniers mois. Celui dont le nom apparaissait sur son téléphone à toute heure. Mon instinct me hurlait que quelque chose se passait avec Léo depuis des semaines, mais j'avais refoulé ce sentiment. Je lui faisais confiance. J'ai dû laisser paraître une lueur sur mon visage, car elle a immédiatement essayé de se rattraper. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est qui, Léo, Ahara, ai-je demandé, ma voix toujours calme. C'est juste un ami du travail. Il m'a tellement soutenu à travers tout ça. Tout ça, c'est-à-dire ta décision de mettre fin à notre relation de 4 ans. Tu déformes mes propos, a-t-elle lâché. J'avais juste besoin d'une pause, d'un peu d'espace, et toi tu vas faire tout ça. Tu essaies de me contrôler, exactement comme il l'a dit. Alors c'était ça. Ce nouveau type, Léo, lui avait monté la tête, me peignant comme un méchant contrôlant, probablement pour pouvoir débarquer en sauveur. Voulant le frisson d'une nouvelle romance sans abandonner le confort et la stabilité que je fournissais, elle avait concocté ce plan, restons amis. Elle pensait pouvoir me mettre sur une étagère, continuer à utiliser ma voiture, mon appartement, mon argent, pendant qu'elle faisait l'essai d'une nouvelle relation. L'audace pure et simple de la chose était à couper le souffle. J'ai tendu la main. Les clés de la voiture. Elle a regardé ma main, puis mon visage, ses yeux remplis d'incrédulité et de rage. Elle a carrément ricané. Non. J'en ai besoin. Je te le demande une dernière fois, gentiment. S'il te plaît, donne-moi les clés de ma voiture. Elle a croisé les bras. Et tu vas faire quoi si je ne le fais pas? Appeler les flics? Ça te donnerait une super image. Je n'ai même pas scié. D'accord. J'ai sorti mon téléphone. Je n'ai pas composé le 17. J'ai ouvert l'application officielle de ma voiture sur mon téléphone. J'ai localisé la voiture,
garé juste en bas de la rue, et en 3 clics, j'ai verrouillé les portes à distance et activé l'alarme. Le klaxon de la voiture a commencé à retentir, un son perçant et implacable dans la soirée calme. Ses yeux se sont écarquillés. Des gens dans la rue se sont retournés pour regarder. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle hurlé. La voiture est maintenant verrouillée et l'alarme est activée. Elle continuera jusqu'à ce que je l'éteigne. La prochaine étape est de la signaler comme volée. Elle est à mon nom, tu te souviens? Ils te trouveront avec, et ce sera une conversation très gênante pour toi. Alors, pour la dernière fois, les clés. Elle me fixait, la poitrine haletante. L'alarme de la voiture hurlait toujours dans la rue. Vaincue et complètement humiliée, elle a fouillé dans son sac à main, ses mouvements saccadés et rageurs. Elle a claqué les clés dans ma paume. J'ai tapoté sur mon téléphone et l'alarme s'est arrêtée. Le silence soudain était assourdissant. Maintenant, ai-je dit, ma voix froide, tu dois récupérer tes affaires. Tu as 48 heures pour convenir d'un moment avec moi. Après ça, je change les serrures. Elle m'a juste regardé avec une haine pure. Sans un autre mot, elle a tourné les talons et est partie en trombe sur le trottoir. Je l'ai regardée s'éloigner, puis j'ai fermé la porte. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Ce n'était plus juste une rupture. C'était tout autre chose. Et j'avais le sentiment que c'était loin d'être terminé. Mise à jour 2. La semaine dernière a été un cours magistral d'escalade dans l'arrogance et le délire. J'ai l'impression d'être un personnage dans un film pour lequel je n'ai jamais auditionné. Le délai de 48 heures est passé. Ahara n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto. Silence total. Alors, comme promis, j'ai appelé un serrurier et j'ai fait changer les serrures de mon appartement. Ça m'a coûté 250 $, mais la tranquillité d'esprit n'avait pas de prix. J'ai aussi installé une petite caméra de sécurité discrète dans mon salon, pointée vers la porte d'entrée. Une petite voix m'a dit que ce serait un bon investissement. Cette petite voix avait raison. Le lendemain du changement de serrure, le premier coup bas a eu lieu. J'ai reçu un appel du service des fraudes de ma compagnie de carte de crédit. Apparemment, quelqu'un avait tenté de signaler ma carte comme volée. La personne était passée par le système automatisé, mais comme certaines questions de sécurité avaient reçu des réponses incorrectes, le cas a été signalé pour examen. J'ai confirmé que la carte était en ma possession et ils ont ajouté des notes de sécurité supplémentaires à mon compte. Le deuxième coup était bien plus sérieux et s'est produit 2 jours plus tard. J'ai reçu une invitation de calendrier pour une réunion obligatoire des RH. L'objet était juste, conversation de suivi. Mon patron, Marc, et une femme des RH nommée Suzanne étaient sur l'invitation. Mon estomac s'est tordu en un nœud. Je suis entré dans la petite salle de conférence et ils étaient tous les deux là, l'air grave. Ce n'allait pas être une conversation anodine. Suzanne a commencé, d'une voix neutre et professionnelle, « Merci d'être venu. Nous avons reçu une communication anonyme contenant des allégations graves concernant votre conduite en dehors du travail. Conformément à la politique de l'entreprise, nous sommes obligés de vous en informer et d'en discuter. » Elle a tourné son ordinateur portable vers moi. C'était un email envoyé depuis un compte jetable, adressé à elle et à Marc. Il me dépeignait comme instable, contrôlant et sujet à des accès de colère, et prétendait que je harcelais mon ancienne partenaire. C'était clairement conçu pour me faire passer pour un risque pour l'entreprise. Mon sang s'est glacé, mais je me suis forcé à rester calme. J'ai lu, j'ai pris une profonde inspiration et je les ai regardés. Suzanne, Marc, c'est profondément mortifiant. Ma copine et moi avons rompu la semaine dernière. Ça ne s'est pas bien passé. Cet email est une vengeance malveillante et mensongère de sa part parce que j'ai repris ma voiture et annulé nos abonnements communs après qu'elle a mis fin à notre relation. La personne décrite dans cet email n'est pas moi. Marc, qui était resté silencieux, s'est penché en avant. Suzanne, je dirige cet homme depuis 4 ans. C'est l'un des membres les plus pondérés de mon équipe. Nous avons eu des délais stressants et des clients difficiles, et je n'ai jamais rien vu d'autre que du professionnalisme de sa part. Cet email est à l'opposé complet de l'employé que je connais. Suzanne a hoché la tête, à l'écoute. Elle s'est retournée vers moi. Pensez-vous que cela va s'envenimer? Y a-t-il un risque que cela déborde sur le lieu de travail? Non, ai-je dit fermement. J'ai pris des mesures pour sécuriser mon domicile et mes finances. Je crois que c'était un acte de désespoir de sa part.
Cela ne se reproduira pas, et cela n'affectera certainement pas mon travail. Suzanne a fermé l'ordinateur portable. D'accord. Nous documentons cet incident et votre réponse. Compte tenu de votre historique de travail et du témoignage de Marc, nous considérons cela comme une affaire personnelle malveillante. Nous ne voyons aucune raison de prendre d'autres mesures pour le moment, mais nous voulions être transparents. Le programme d'aide aux employés est disponible si vous avez besoin de soutien. J'ai quitté cette réunion secouée mais soulagée. Elle avait essayé d'attaquer mon gagne-pain. Ce n'était plus un jeu. Cette nuit-là, ma nouvelle caméra a été rentabilisée. Vers 23 heures, j'ai reçu une alerte de mouvement sur mon téléphone. J'ai ouvert le flux en direct et j'ai regardé, le cœur battant, la poignée de porte de mon appartement tournait lentement. Quelqu'un essayait d'utiliser une clé. Elle a gigoté, puis s'est arrêtée. Quelques secondes plus tard, elle a réessayé. C'était Ara. Quand la clé n'a pas fonctionné, elle est restée là, une minute entière, à fixer la porte avant de partir. J'ai sauvegardé la vidéo. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle avait essayé de s'en prendre à mon travail. Elle avait essayé d'entrer chez moi. Il ne s'agissait plus d'être le plus intelligent. Il s'agissait de se préserver. J'avais besoin de quelque chose de décisif, quelque chose qui couperait le dernier lien et exposerait la vérité d'une manière qu'elle ne pourrait pas déformer. Et puis je me suis souvenu de ses parents. Les parents d'Ara, David et Karen, sont des gens bien. Vieille école, pragmatique, sans chichi. Ils m'ont toujours apprécié. Quand j'ai acheté la voiture, ils nous avaient généreusement donné, en tant que couple, $5000 pour la compte. C'était un cadeau fait sous le prétexte de soutenir notre avenir commun. J'ai hésité. J'avais l'impression de franchir une ligne. Mais elle en avait franchi tellement plus. J'ai composé un texto à son père, David. Salut David, j'espère que toi et Karen allez bien. Je t'écris parce que, comme tu le sais peut-être ou pas, Ara et moi avons mis fin à notre relation. Je prends des dispositions pour vendre la berline et je voulais m'assurer de vous rendre les $5000 que vous avez si généreusement contribué. Ça ne me semble pas juste de les garder dans ces circonstances. Quelle est la meilleure façon de vous rendre cet argent? J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone s'est allumé moins de 5 minutes plus tard. David, de quoi tu parles? Ara nous a dit que vous aviez juste une petite dispute. Appelle-moi. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé le numéro. Le jeu était sur le point de changer. Mise à jour finale. C'est fini. Vraiment, enfin fini. Les dernières semaines ont été une détonation au ralenti, et je ne fais qu'émerger du rayon de l'explosion. L'appel téléphonique avec David a été tendu. J'ai tout exposé, calmement et factuellement. La rupture, la voiture, les abonnements, l'email à mon patron, et enfin, la vidéo d'elle essayant d'ouvrir ma porte. J'ai proposé de lui envoyer les preuves. Il y a eu une longue pause. Karen et moi, on descend, a-t-il dit, la voix tendue. On a besoin de comprendre ce qui se passe. On sera là demain. Le lendemain, ils m'ont rejoint à mon appartement. Ils avaient l'air inquiets et fatigués. Karen retenait ses larmes et David avait l'air sombre. Ils étaient polis mais réservés. Je sentais qu'ils étaient tiraillés, voulant croire leur fille mais confrontés à mes graves accusations. Nous voulons juste avoir le tableau complet, dit doucement Karen. Ara est notre fille. Elle est très bouleversée et dit que tu interprètes mal tout. Je comprends, ai-je dit. Les mots peuvent être mal interprétés. Les vidéos sont plus difficiles à contester. Je leur ai montré la séquence de ma caméra sur mon ordinateur portable. J'ai observé leur visage alors qu'ils voyaient leur fille essayer furtivement d'utiliser une clé sur ma porte tard dans la nuit. Karen a mis une main sur sa bouche. Le visage de David s'est durci. Je veux croire qu'il y a une explication à cela, dit David, bien que sa voix manque de conviction. Alors demandons-lui, ai-je suggéré. J'ai sorti mon téléphone. Pourquoi ne pas l'appeler maintenant? Mettez le haut-parleur. David m'a regardé, puis sa femme, et a hoché la tête. Il a composé le numéro. Salut papa. Sa voix est sortie du haut-parleur, enjouée. Trop enjouée. Ara, dit David, la voix plate. Ta mère et moi sommes dans l'appartement de mon nom. Le silence à l'autre bout du fil a été immédiat. Quoi? Pourquoi?
Il nous a montré une vidéo de toi, la nuit dernière, essayant d'entrer dans son appartement avec une vieille clé. J'ai besoin que tu m'expliques ça, tout de suite. Quoi? C'est fou. Je n'étais pas. Je prenais juste de ses nouvelles. J'étais inquiète, a-t-elle balbutié, la panique évidente dans sa voix. Tu étais inquiète à 23h et tu as utilisé une clé que tu n'aurais pas dû, sans appeler ni frapper, a insisté David. Il déforme les choses. Il essaie de me faire passer pour la méchante. Il m'a volé ma voiture, a-t-elle hurlé, sa voix montant à un ton hystérique. Il nous propose de rembourser les 5000 $ que nous t'avons donnés pour ça, dit froidement David. Ce que tu as omis de mentionner. Tout comme tu as omis de mentionner que tu t'es fait larguer, pas que vous aviez juste une petite dispute. Qu'est-ce qui se passe, Ara? Son histoire s'est complètement effondrée, en direct au téléphone. Elle s'est mise à pleurer, à accuser, à dévier. C'était un naufrage complet. David l'a finalement interrompu. Nous parlerons de ça plus tard. Ne bouge pas, il a raccroché et m'a regardé, le visage gravé d'un mélange de fureur et de profond embarras. Je m'excuse, a-t-il dit. Ils l'ont convoqué à l'appartement. Quand elle est arrivée 20 minutes plus tard et les a vus, son visage est devenu blanc. La confrontation finale n'a pas été une joute verbale, c'était une autopsie. Ses parents, armés des faits et de son propre appel téléphonique auto-incriminant, l'ont calmement démonté. Ses mensonges sur le fait de rester chez Chloé, sur Léo qui n'était qu'un ami, sur moi qui étais le méchant, tout est sorti. Les conséquences ont été silencieuses et brutales. Ses parents lui ont dit qu'ils avaient honte de sa tromperie. Ils ont exigé qu'elle leur rembourse elle-même les 5000 $ et lui ont coupé tout autre soutien financier. On lui a dit d'organiser le déménagement de ses affaires dans les 48 heures, sans leur aide. Elle était seule. Ara était assise là, vidée, toute combativité disparue. Elle avait bâti son plan sur des fondations de mensonges, et j'avais simplement retiré la pierre angulaire. Un service de déménagement professionnel, que je suppose qu'elle a payé avec une carte de crédit, s'est présenté le lendemain. Elle a attendu dans le camion pendant qu'il vidait rapidement et impersonnellement ses affaires. Le processus de vente de la voiture a pris environ 2 semaines. J'ai reçu quelques offres dérisoires avant qu'un concessionnaire en ligne ne me fasse un prix équitable. Ils sont venus la chercher sur le parking de mon immeuble hier. Dès que les fonds ont été crédités, j'ai transféré les 5000 $ à David et Karen. La réponse de David a été brève, nous sommes profondément désolés pour tout cela. Nous vous souhaitons le meilleur. J'ai bloqué Ara, Léo, et toute personne qui leur est liée. Je n'ai aucune idée de leur situation, et le sentiment le plus libérateur au monde est que, sincèrement, je m'en fiche. Le calme dans mon appartement n'est plus étrange. C'est la paix. C'est le son d'un chapitre de ma vie, rempli d'un drame que je n'ai jamais demandé, qui se termine enfin, pour mon plus grand soulagement.